Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur la mobilité durable. Nous avons aujourd'hui passé 1 heure ensemble sur les mobilités durables et si les solutions se dessinaient à l'échelle des bassins de vie. Merci à nos intervenants que Manon va nous présenter et merci à vous de nous rejoindre aujourd'hui. Alors, pour rappeler quelques petites règles de ce webinaire, pendant les temps de présentation, enfin, et même tout le long de ce webinaire, vous allez pouvoir poser vos questions à l'écrit dans l'onglet QR. Et pour information, donc ce webinaire est enregistré et il pourra vous être envoyé plus tard pour que vous puissiez le revoir. Alors, on va avoir différents intervenants tout au long du webinaire. Donc, on va avoir Clément Faucheux, qui travaille au conseil départemental du Loiret et donc qui est responsable d'unité au sein de la direction des infrastructures. Et on aura donc Clément Faucheux va nous présenter le réseau point 2 multimodal, donc à l'échelle du Loiret. Et on aura également Simon David qui nous présentera la démarche du conseil départemental de l'Ille-et-Vilaine, donc les packs de mobilité. Et donc Simon David qui est chargé de mission pacte de mobilité locale. Et on aura ensuite un petit temps de synthèse et d'échange. Donc on prendra les questions que vous aurez posées tout au long du webinaire et on y répondra. Alors, je vais peut-être, avant toute chose, vous parler de Visea, que vous compreniez un peu qui nous sommes et donc cette mission que s'est donnée Visea, qui est de rendre possible la transformation de la société pour préserver la planète. Donc, c'est un élément qui paraît peut-être assez enfantin, hein, mais c'est une description qui est assez importante pour nous. C'est-à-dire que notre mission d'entreprise, c'est de faire en sorte que les futures générations aient une planète sur laquelle ils puissent vivre. Et donc, pour ça, on doit rendre possible, donc essayer de trouver des solutions trouver des solutions dans la mobilité. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet, puisqu'effectivement, la mobilité est un gros émetteur de carbone, un gros émetteur enfin, il consomme beaucoup de ressources sur la planète, hein, et c'est avec cette émission de carbone, vous connaissez tous les sujets du réchauffement climatique qui vont derrière. Et donc, en fait, la mobilité vient perturber grandement notre avenir. Dans cette démarche-là, Visea, qui a développé un certain nombre de métiers autour de la ville durable, autour de l'ingénierie et du conseil de développement durable pour essayer de protéger cet avenir, a commencé par travailler sur la construction, ensuite sur la partie aménagement. Hein, certains des gens qui sont ici dans les webinaires travaillent plutôt sur ces sujets à construction-aménagement, et puis les sujets de politique publique. Donc c'est là qu'effectivement le sujet de la politique publique est devenu très important avec le sujet de la mobilité. Donc on accompagne beaucoup les collectivités, qu'elles soient en EPCI ou à l'échelle locale, voire à des échelles qui sont des échelles départementales ou régionales. On va accompagner l'ensemble de ces politiques publiques, y compris la solution de la mobilité, qui est pour nous très importante. Et puis, petite cerise sur le gâteau, on intervient aussi sur des sujets d'entreprise qui ne font pas partie aujourd'hui de ce spectre de ce séminaire. Alors, on a 4 agences, hein, vous pouvez les retrouver sur le territoire à Paris, à Lyon, à Bordeaux et à Nantes, qui sont les agences qui permettent de rayonner sur l'ensemble du territoire, et on pourra vous aider sur ces différents sujets. Alors pourquoi la mobilité est pour nous si importante? C'est une question sur laquelle on pourra revenir avec Clément et Simon que vous allez voir après. C'est la question qui démarre l'ensemble de nos travaux. C'est que aujourd'hui, sur un territoire rural particulièrement, la mobilité est l'élément essentiel dans la vie de ce territoire. C'est-à-dire que pour aller travailler, pour manger, on a besoin de se déplacer sur le territoire. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que le prix du pétrole augmente. Petit à petit, on est passé de 1 euro à 2 euros. On arrivera à 3 euros, sachez-le, c'est sûr. C'est un élément très fort. Je me souviens encore d'avoir présenté ça au COPIL de lancement, et Clément pourra vous en parler, du prix de cette énergie et de son augmentation dans le temps. C'était
avant la guerre en Ukraine. Et en fait, ces éléments-là se sont réalisés. Et donc, on voit bien que le coût de l'énergie va empêcher les gens dans les départements de se déplacer. Et donc, les territoires ruraux vont être pénalisés par la suite puisque, effectivement, la mobilité va devenir extrêmement chère. On a un sujet carbone qui est très important. Le sujet carbone nous empêche aujourd'hui d'imaginer d'autres mobilités avec la voiture individuelle. Enfin, en tout cas, si demain on est obligé de conserver la voiture individuelle, on ne pourra pas, pour des sujets de carbone, permettre à tous de se déplacer. On voit les plans climat et énergie territoire qui sont réalisés par les territoires aujourd'hui qui essayent de travailler sur cette mobilité durable. Et donc, c'est un enjeu qui est majeur. Et donc, en fait, on s'est posé cette question de comment résoudre ce problème. Aujourd'hui, en Île-de-France, nous sommes, implantés à Malakoff. En fait, c'est très facile d'utiliser un vélo, c'est très facile de se déplacer en métro et la voiture n'est plus un objet indispensable. La difficulté, c'est que demain, dans les territoires ruraux, la voiture individuelle doit devenir dispensable elle aussi. Et c'est là que la mobilité devient plus complexe. Et donc, on a travaillé sur ce chemin de comment on pouvait trouver des solutions. Et c'est là qu'est né ce concept de réseau point nœud multimodal qu'on va vous présenter aujourd'hui et tout le travail aussi d'animation au sein des territoires, de l'aménagement et de comment on va aménager demain la mobilité pour faire en sorte qu'on puisse se déplacer autrement. Voilà, donc c'est cet enjeu qu'on va essayer de vous présenter et voir un peu cette linéarité, comment ça s'est passé, pour comprendre effectivement dans les différents sujets de mobilité, comment on peut venir travailler par les politiques de mobilité, par le développement d'outils comme des politiques stratégiques qui sont extrêmement importantes à des échelles différentes, arriver en fait à changer la mobilité de demain, faire en sorte que ce soit plus seulement une mobilité de voitures, une mobilité qui repose sur un axe donné. En tout cas, c'est cette position qu'on a de développement du territoire en disant faisons un réseau point nœud et essayons d'inventer des mobilités qui vont faire ces liaisons entre ces différents points nœuds. Je vais juste donner une image pour que tout le monde comprenne bien. C'est l'équivalent d'une carte de métro qu'on va pouvoir déplier sur un territoire et tirer sur un territoire. Et c'est ça le réseau point nœud multimodal. Voilà pour notre démarche. Et donc, nous allons pouvoir parler un peu loi l'homme et c'est Manon qui va prendre cette dure tâche de revenir en arrière sur qu'a donné la loi l'homme et ce que ça implique dans ces mobilités. Alors, un petit rappel donc, sur la loi l'homme. Donc, elle avait été promulguée en 2019 et elle obligeait les EPCI à choisir de conserver la compétence mobilité ou bien de la donner à la région. Donc, selon les régions, voilà, la compétence mobilité peut être complètement morcelée ou au contraire revenir complètement aux régions. Elle redéfinit également les outils juridiques de construction et de mise en œuvre des politiques de mobilité locales. Donc avec la réalisation de schémas stratégiques notamment, en fonction des besoins de chaque territoire. Il y a une question d'échelle qui se pose avec cette loi, puisque donc soit on se retrouve avec une stratégie régionale qui est intéressante, puisqu'elle permet de dépasser un peu les limites administratives des EPCI, mais qui quand même a certaines limites, puisqu'on est un peu plus loin des besoins locaux, un peu plus loin des souhaits de chaque commune. Et donc, voilà, on est une échelle très, très dézoomée. Par contre, si les EPCI ont choisi de conserver cette compétence, là, on peut tomber dans un écueil d'un manque de cohérence et de cohérence globale et une difficulté à travailler à l'échelle des bassins de vie et à l'échelle de plusieurs EPCI, puisque généralement, les besoins des usagers ne s'arrêtent pas aux limites administratives. Et donc, ça peut être un peu plus compliqué de développer des stratégies qui respectent ces limites un peu naturelles des besoins des usagers. Et on a aussi les départements qui aujourd'hui sont un peu les oubliés de la loi l'homme, puisque historiquement, on avait quand même un rôle dans la gestion des infrastructures routières, notamment aussi
ce sont les financeurs des routes. On a aussi un pouvoir d'action quand même assez important sur la mobilité, sur la voirie et également sur les voies cyclables longue distance, par exemple. Donc en fait, ce sont des très bons compléments à l'action des EPCI. Et aujourd'hui, la loi LOM ne dit pas clairement quel est le rôle de ces départements au sein de ces stratégies de mobilité. Donc certains départements décident de travailler sur ces mobilités en travaillant à l'échelle des bassins de vie. Et donc, c'est pour ça que certains départements développent donc ce qu'on appelle une stratégie réseau point nœud multimodal. Donc, un réseau point nœud multimodal, comme l'a dit François-Xavier juste avant, c'est l'idée de pouvoir prendre un plan de mobilité, un plan de métro et de l'étirer sur tout un territoire. Donc, ça va être des points nœuds multimodaux, donc des pôles d'échange qui sont connectés entre eux par des lignes de mobilité. Donc ces lignes, elles peuvent être de différentes natures, qui sont développées en fonction des potentiels d'usagers qui sont calculés en fonction des besoins locaux et des volontés des EPCI et des communes. C'est une stratégie aussi qui privilégie du coup les liens inter-EPCI. En fonction des besoins locaux, on va venir développer des liaisons entre EPCI et entre points nœuds. Et donc c'est une stratégie qui répond complètement aux besoins des usagers à l'échelle des bassins de vie, puisqu'il est réfléchi, c'est un maillage territorial qui est réfléchi à partir des besoins et à partir des volontés locales. Donc c'est important de travailler aussi avec les EPCI et les communes, puisque ce sont notamment les communes qui ont la compétence voirie et qui vont pouvoir venir développer ces points de vue. Clément Faucheux, dans sa présentation, reviendra. Voilà, là, je vous ai fait une présentation assez globale de ce qu'est un réseau point de vue multimodal, mais on va revenir un peu dessus au fur et à mesure des présentations des intervenants. Donc c'est Clément qui va prendre la suite. Donc Clément Faucheux qui est à Orléans, donc du département du Loiret, et qui nous accompagne, pardon, que nous accompagnons depuis maintenant 2 ans et demi, je crois. Voilà, c'était une démarche qui a été initiée il y a facilement 2 ans, qui était une démarche qui avait pour objectif de faire en sorte de créer justement une stratégie mobilité à l'échelle du département. Je crois qu'on a un problème sur les slides qui sont coincés. Donc Clément, il va falloir inventer jusqu'à ce qu'on arrive à votre dernier slide. Si vous pouvez reprendre la main directement et on essaie de régler ce problème de slide rapidement. Voilà. Ça marche. Bonjour à tous. Merci au bureau d'études Visea de nous avoir invité à vous présenter ce projet effectivement de réseau point nœud multimodal sur le Loiret. Peut-être juste en introduction, rappeler que le département effectivement a engagé en 2021 une démarche qui visait initialement plutôt à actualiser le schéma cyclable qui avait été mis en œuvre, approuvé en 2010, pardon. Et puis, donc on a évolué dans notre réflexion. Alors juste pour rappel, hein, le département du Loiret, c'est 678 000 habitants, c'est 16 EPCI sur son territoire, 14 communautés de communes, une métropole et une agglomération, avec l'agglomération et la métropole qui représentent quasiment 50% de la population du Loiret. Voilà, je vois que les slides sont revenus. Ils sont revenus. C'est bon. Voilà, donc le département a déjà réalisé un certain nombre d'aménagements importants, hein, comme la Loire à vélo, la Scandibérique. Donc, il y a des itinéraires cyclables, mais plutôt à vocation touristique, on va dire cyclo-touristique. En 2021, quand on a effectivement réfléchi à l'actualisation de ce schéma cyclable, on a commencé à se demander si on pourrait peut-être pas regarder un peu au-delà de uniquement le vélo. Alors on a évidemment échappé assez rapidement à un sujet qui était celle de la compétence AOM. Je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a 16 EPCI à l'échelle du département. Il y en a 8 qui ont pris la compétence AOM pardon, et 8 qui ne l'ont pas prise. Donc on est vraiment sur un territoire très, il y a un équilibre dans cette prise de compétences. Le choix du département a été rapidement de dire, bah, écoutez, nous, effectivement, on n'est pas compétent en matière de
de transport et de mobilité au sens large, mais par contre, on a un certain nombre de compétences sociales, collège, infrastructure, tourisme, qui justifient très largement qu'on puisse quand même s'intéresser plus que de près à ce sujet de la mobilité. Donc c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'on a lancé cette première étude sur le schéma de mobilité, avec une idée de travailler sur une vision assez élargie. Et donc c'est ce que je rappelle dans la slide, là, les 4 axes principaux de la mobilité douce, de la mobilité partagée, propre, évitée, et puis un sujet lié à l'animation, à la sensibilisation qui est fondamental. Une fois qu'on a mis en œuvre ce schéma, il va falloir l'animer et le faire vivre. Et puis, donc dans le cadre de cette réflexion, il nous semblait absolument important que le département ne soit pas seul dans son coin à faire son schéma et qu'il s'applique ou qu'il «s'impose» entre guillemets, au territoire. C'est absolument pas l'ADN du département du Loiret et de notre président. Il a clairement toujours exprimé cette volonté de travailler, en lien avec les territoires et les EPCI. Donc c'est vraiment dans cette idée-là qu'on a voulu, construire cette réflexion et cette étude, et donc mettre l'usager et la maîtrise de l'usage en avant, pardon, et de concerter, le plus possible. Juste, en bas de slide, vous avez, pour mémoire, les aides que l'ADEME a pu apporter, hein. C'est quand même, des aides importantes pour, pour le département, puisque sur ces 2 études, la première a été subventionnée à hauteur de 50 et la deuxième à 70. Donc c'est quand même pas neutre sur ce travail. Voilà, sur cette première slide. Un 1er temps de présentation, juste, rappeler qu'effectivement on a vraiment travaillé dans cette idée d'échange avec les territoires et de mettre l'usager, plutôt en avant sur la réflexion. Donc c'est passé par, un certain nombre de démarches et d'outils. Donc la mise en œuvre d'un questionnaire, donc tout ça, ça a été fait évidemment en lien avec notre bureau d'études Visa qui nous a accompagnés. Donc, l'établissement d'un questionnaire, d'une cartographie participative mises en ligne, qui nous ont permis effectivement d'avoir un taux de réponse qui était plutôt pas mauvais, parce qu'on avait eu plus de 3 600 réponses sur le questionnaire, et puis Je peux donner un taux de ouais, réponse. parce qu'il y a un Pardon. petit secret quand même sur, pour avoir un bon questionnaire réussi dans un EPCI. Le choix qui a été fait par le département, c'est d'offrir un vélo électrique, à un tirage au sort, et ça a C'est vrai. beaucoup motivé. Donc n'hésitez pas à le faire dans de la mobilité, c'est un élément important aussi d'arriver à faire en sorte que les questionnaires aient un attrait, donc en tout cas, c'est la démarche qui a été menée. Tout à fait. C'est vrai qu'on est arrivé dans une période où on était, sur un certain nombre d'événements de mobilité. On avait le Vélo Tour sur Orléans, donc on a pu aussi, faire, remplir un certain nombre de questionnaires pendant cette période-là, un certain nombre d'événements, de marchés, dans lesquels on a pu être, présent pour là aussi, faire compléter un certain nombre de ces questionnaires, et puis, une participation sur la carte participative, pardon. Alors bon, vous l'avez à l'écran, hein, vous voyez, il y a évidemment des surreprésentations, sur le territoire de la métropole, hein. Je vois que le support, si c'est bon, il revient. C'est C'est bon, bon. il revient, voilà. Voilà, une surreprésentation de la métropole d'Orléans, une très importante participation sur l'axe ligérien, et puis quelques points sur les agglomérations plus importantes. Mais pour autant, il y a quand même une représentativité assez bonne quand même du territoire dans les participations. Donc voilà, donc des premiers outils effectivement cartographiques et questionnaires, une volonté forte du département qu'il y ait un niveau d'échange important avec les EPCI du territoire, donc la réalisation d'une quinzaine d'entretiens menés par, Visea, dans un 1er temps, hem, et puis, qui nous ont permis, et les associations, pardon, qui ont été, intégrées assez rapidement dans notre réflexion. La L'établissement d'un panel représentatif de 50 Loiretains et Loiretaines avec la production de 15 monographies. Donc là aussi, c'était, l'idée que les usagers puissent, à un moment donné, exprimer ce qu'est la photo de la mobilité, à l'échelle du département, donc sur, différents, acteurs, que ce soit, des gens en recherche d'emploi, mais des actifs, des retraités, des collégiens. Voilà, on avait toutes les représentations de la population. Ensuite, l'organisation d'une dizaine d'ateliers territoriaux, donc 2 fois 5 ateliers, en 2022 puis en 2023. Donc ces ateliers je vais en redire un peu plus, dans les 2 slides qui suivent, mais ils ont été importants parce que c'était, à l'échelle des bassins de vie qu'on les a réalisés. Donc on a pu regrouper, l'ensemble des EPCI qui concernaient ces bassins de vie.
Et puis, il y a un travail important au long de ces études sur les visites de terrain qu'a réalisé Visea, qui ont permis effectivement de conforter, de confirmer les propositions ou les choix ou les orientations qui étaient engagées. Donc effectivement, je reviens sur ces sujets des ateliers, donc des moments vraiment importants parce qu'ils ont permis d'échanger, alors à la fois avec un public d'élus, mais aussi un public de techniciens, des EPCI et également, alors sur la première séance, les 5 premiers ateliers, on avait également associé, les usagers. Alors une partie des usagers qui n'avaient pas été retenus dans le cadre du panel, des 50 personnes, ont été, intégrés aux ateliers, donc ce qui nous a permis d'avoir à la fois un regard, d'élus, de techniciens, mais aussi, d'usagers. Alors bon, on n'a pas eu 50 personnes, représentant les usagers, mais pour autant, c'était important d'avoir de les associer, et d'avoir leur vision sur les territoires. Donc, voilà, sur cette slide et la slide suivante, nous a permis effectivement de travailler. Je ne sais pas si on peut avancer sur la slide. C'est un peu long à distance, en fait. C'est bon, ça marche, Ça ça arrive, ça arrive, voilà. voilà. Non, mais c'est ouais, toujours des échanges très fructueux à l'échelle des bassins de vie, donc l'idée était de travailler vraiment sous le format d'atelier, donc on avait, plusieurs tables, à l'échelle de chaque atelier. On avait une carte format A0 qui représentait, le territoire enfin le territoire du bassin de vie et puis, là vous l'avez en plus petit, c'est des fiches A3 pour chaque point de multimodaux. En fait, l'idée c'était sur la base des propositions de Visea que chaque EPCI puisse aussi, formaliser, enfin, pardon, exprimer, des avis, déplacer un point nœud si, il n'était pas forcément au bon endroit, identifier des itinéraires cyclables complémentaires s'il y avait des projets en cours sur le territoire, identifier des points durs et recenser des services, déjà existants sur le territoire, ce qui permettait de compléter, la carte et le niveau de service de chaque point nœud. Donc vraiment ce travail était plus qu'important. Donc le réseau point nœud, qu'est-ce que c'est? Donc vous l'avez déjà exprimé, hein, Manon et François-Xavier, vous avez déjà, donné une bonne définition. Moi, je l'ai complété un peu, de cette manière-là, hein. Le RPNM, c'est aussi une offre de mobilité et de service pour chaque usager. Bon, ça va dans la continuité de votre, démarrage de définition. Donc le réseau de points nœuds, il a comme objectif, de permettre d'offrir à chaque usager une solution ou 2 solutions au minimum de mobilité. Alors pour 98 des Loiretains à moins de 10 kilomètres de chez eux et pour quasiment 98 aussi, c'est, permettre aux entreprises de plus d'un salarié d'avoir un point de vue multimodal, pardon, à moins de 6 kilomètres de chez eux. Une cible importante qui était pour nous, les collégiens, donc c'est de garantir que chaque, collégien est à moins de 10 kilomètres un point de vue multimodal et tout cela est englobé dans un schéma des mobilités qui est décliné pardon, Ouais, je en vais en 39 profiter entre et je non, vais non, vous laisser oui, reprendre votre voix une seconde et juste merci. pour préciser, pour que tout le monde comprenne bien, en fait, les 10 kilomètres qui nous amènent à 98 je crois qu'on était à 95 ou 96 quand on est à 6 kilomètres du point nœud, hein, les habitants, le nombre C'est d'habitants ça. et pourquoi ces 6 kilomètres et ces 10 kilomètres? En fait, on estime que c'est le 20 minutes à vélo, en vélo donc classique et en vélo électrique et donc ça nous permet, d'imaginer que les gens viennent rejoindre les points de multimodaux directement, par des moyens doux et donc utiliser un moyen de déplacement, intéressant, quoi. Voilà. Est-ce qu'on vous a retrouvé Clément? Vous avez retrouvé Oui, oui, votre c'est bon, pardon, excusez-moi, j'avais un petit chat. Voilà, donc sur cette slide, vous retrouvez les 59 points multimodaux qui ont été, proposés et actés, validés par nos élus lors des derniers COPIL au mois d'octobre. Donc 59 points nœuds, 9 se situent plutôt sur le territoire de la métropole et de l'agglomération, de Montargis. Alors plutôt des territoires où probablement on n'ira pas vraiment en tant que maîtrise d'ouvrage intervenir, parce que c'est 2 collectivités qui sont, AOM et qui ont, aussi des réflexions, mais l'idée, c'est plutôt, de compléter ou de renforcer, une offre qui pourrait exister sur leur territoire et d'avoir une cohérence, d'ensemble.
Voilà, ces points nœuds multimodaux, pour le reste, il y a une vingtaine d'aires de covoiturage, 12 gares et 18 centres-bourgs. Donc l'idée, c'est que tous ces points nœuds, ils sont pas tous les mêmes. Ils peuvent être effectivement une gare SNCF, il peut être une aire de covoiturage qui existe ou qui est à développer. Ils peuvent être un centre-bourg via un arrêt de bus, pour lequel on va développer une offre de service. Je vais juste revenir 2 secondes sur la slide d'avant. Merci. Et donc effectivement, chaque point de multimodal, il est, il y a une offre de service qui est, adaptée au territoire. Donc il y a 3 niveaux de points nœuds, un point nœud rural, point nœud départemental et interdépartemental. Et pour chaque point nœud, une offre de service qui est, adaptée. Alors ça va du service vélo à l'offre d'animation et d'information, au covoiturage, au coworking pour certains. Enfin, on retraverse en fait les 5 axes que j'ai listés en préambule de mon intervention. Et je crois que j'arrive non, on est presque à la fin. On est sur la seconde slide effectivement sur le réseau point nœud. Donc il y a effectivement, c'est la mise en œuvre de ces points nœuds multimodaux. Ça s'accompagne d'un schéma cyclable qui se compose de, à terme, 800 km d'aménagement cyclable à réaliser sur les 15 années qui viennent, donc avec une forte ambition, hein. Vous l'aviez rappelé, François-Xavier, hein, vous aviez sollicité l'avis de nos élus en première réunion sur le niveau, le degré d'atteinte en termes d'offres Ouais. de mobilité. Et les élus s'étaient prononcés sur un niveau plutôt assez élevé, donc ce qui effectivement vous a conduit à proposer le RPNM avec l'ensemble de ses composantes. Et donc à l'intérieur, effectivement, c'est la proposition de 800 km à aménager sur 15 ans, ce qui est quand même pas neutre. Ça engage le département sur des enveloppes budgétaires quand même assez conséquentes. Aux fins d'année, nos élus ont acté un principe de 7 millions d'euros par an. On en reparlera probablement avec les contraintes budgétaires qu'on connaît tous dans nos collectivités, mais à ce jour, voilà, c'est l'engagement. Des principes de prise en charge en tout cas qui sont plutôt, eux, actés. Donc à la condition que le PCI ou la commune prennent, en charge le foncier nécessaire à la réalisation de l'aménagement cyclable, ce qui est un préalable exigé, par notre président. Ça c'est vraiment un principe. À ce moment-là, le département, s'engage à réaliser sur son réseau structurant. Alors, je ne sais pas si on voit très bien, chacun chez vous, mais le réseau structurant, c'est ce qui apparaît en pointillé rouge, le plus important. Donc c'est, financé et pris en maîtrise d'ouvrage par le département à 100. Un réseau secondaire qu'on aperçoit en orange, pour lequel il y aurait plutôt un régime de participation 50-50 avec les collectivités. Et puis un réseau en vert que vous avez percevé, alors qui est plutôt du réseau local. Là, l'idée, c'est plutôt, pour aller rabattre sur les points nœuds multimodaux sur un kilométrage d'environ 5-6 kilomètres, permettre d'avoir un aménagement cyclable qui rabat sur le point nœud. Et puis effectivement, la mise en place, d'abris sécurisés vélo sur les points nœuds multimodaux, ça c'est plutôt un principe qui est acté. Voilà. Sur la suite, alors Juste, vous parce qu'on oui, va bientôt arriver à la fin oui, de bah, votre on présentation. S'il y a c'est des bon. questions-réponses, n'hésitez pas à nous les poser directement dans le fil sur l'onglet questions-réponses pour qu'on puisse nous les traduire après, par la suite. Merci d'avance. Ça marche. Voilà, non, mais en 2 minutes, effectivement, bon, une liste d'actions qui sera notre feuille de route là pour l'année 2024. Donc termine 2023 avec déjà des premiers aménagements de réalisés, une deuxième tranche de la véloroute qui s'engage, l'organisation des premières assises de la mobilité, qui a été un événement plutôt, important et fort pour nos élus auquel a participé également, Visea. Et sur l'année 2024, un certain nombre d'actions, alors je vais peut-être pas revenir dans le détail des actions, mais des actions sur la véloroute qui va se terminer. On va réaliser les 70 kilomètres qu'on avait prévus, qui seront mises en service en 2025. Un certain nombre d'aménagements cyclables avec des partenariats, là aussi, une volonté de nos élus d'aller chercher, éventuellement des cofinancements. Donc là, par exemple, avec la base aérienne de Brissy, on va chercher un cofinancement avec eux. Ils vont participer à hauteur de 200 000 € sur un aménagement cyclable que l'on prévoit en rabattement entre la métropole d'Orléans et Brissy, donc ce qui représente 8 km et demi de liaison cyclable. Et puis, voilà, un certain nombre d'autres demandes qui émergent sur le territoire. Et on va peut-être aller directement à la dernière slide. Sur, la suite, et on va dire sinon les difficultés, en tout cas ce qu'on peut tirer pour l'instant de ce travail. Donc,
un niveau d'étude qui est un peu à géométrie variable, hein. Je l'ai évoqué en préambule de ma présentation. Certains EPCI sont AOM, d'autres pas. Donc, on a effectivement un niveau d'avancement assez, ben, pas totalement homogène sur le sujet de la mobilité. Donc, l'idée du département, c'est vraiment d'accompagner ces territoires quand on peut le faire. Dire que pour le département, ce qui a été accompli aujourd'hui, c'était un pas de géant, parce qu'on partait quand même de pas énormément de choses en termes de mobilité. Donc, on a aujourd'hui un cadre qui est partagé par nos élus. Maintenant, on a encore un travail conjoint avec tous les acteurs de la mobilité et une offre adaptée au territoire. Ça, c'est notre fil conducteur pour les mois et les semaines et les mois qui viennent. Et puis, effectivement, en termes de travailler avec les différents secteurs, mais on constate, on est sur un département avec des variétés. Vous avez l'axe ligérien qui est très porteur, vous avez la partie Beauce-Loiretaine qui est un petit peu moins porteur sur les sujets de vélo à proprement parler, mais probablement on ira chercher peut-être d'autres sujets de mobilité. Peut-être avec le train, voilà, il y a d'autres solutions. Et puis, quelque chose de très positif pour nous, c'est l'étude CERM. Là, c'est le système express régional métropolitain. Donc, c'est 2 études qui sont lancées par la région sur Tours et Orléans, donc qui ont vocation à regarder ce qui se passe en termes d'étoiles ferroviaires, mais pas que. L'idée, c'est aussi d'aller regarder un peu au-delà de ce qui se passe sur l'étoile ferroviaire et ce travail sur nos points multimodaux intéresse assez fortement la région. Donc, on a un travail à mener conjointement avec la région sur ces sujets-là. Et je vais pour terminer sur ces mots. Oui, alors il y a une petite question de fond, qui est quand même, dans cette relation. OK, on est allé voir beaucoup les EPCI, on est allé beaucoup échanger avec eux. En fait, comment s'affronte une stratégie départementale et des EPCI qui sont très avancés en termes de mobilité? Comment on arrive d'un seul coup à faire, travailler ça ensemble? Et comment, le réseau Point E éventuellement arrive à contribuer à ça ou au contraire vient en divergence par rapport à des objectifs qui sont là ici initialement dans un EPCI? Alors, ça très clairement, dès le début, on a affiché, non pas, je l'ai dit en introduction, on n'a pas affiché l'idée d'un schéma qui vient s'ajouter comme un millefeuille à d'autres couches de schéma. C'est plutôt, l'idée de travailler en partenariat avec les EPCI. Donc effectivement, certains EPCI sont avancés, d'autres moins. Il y a le sujet de la région effectivement qui apporte beaucoup d'aide et de financement au territoire. Nous, on est venu là plutôt parce qu'on estime que le département est plutôt une bonne échelle de travail et que la région, effectivement, il y a des grandes ambitions, des grandes visions à l'échelle du territoire. Il me semble que le département est plutôt une bonne échelle pour être entre l'échelle de l'EPCI et l'échelle de la région. Enfin, ça permet de coordonner et de simplifier l'action. On peut imaginer que la métropole d'Orléans ne va pas demain développer forcément des lignes de covoiturage. On peut imaginer que les EPCI non plus. Par contre, on peut très bien imaginer que le département, lui, ait la bonne échelle pour travailler sur des lignes de covoiturage à l'échelle de son territoire. C'est un exemple parmi d'autres, mais voilà, l'idée, c'est plutôt que le département vienne en complément et en partenariat et en soutien aux territoires, mais absolument pas en opposition ou en planificateur de la mobilité. Alors j'ai une question qui a été posée là, c'est voilà, on voit bien l'angle vélo très fort, dans la mobilité. La question c'est comment on va introduire ça dans l'intermodalité en fait, est-ce que c'est de l'intermodalité tout le temps? Est-ce que, qu'est-ce qui est mis en visibilité pour qu'il y ait une cohérence dans l'ensemble de la démarche? Quels sont les autres modes et comment on s'interface? Alors, je vous laisse répondre Clément peut-être déjà, et puis peut-être que je compléterai, dans l'approche. Ouais, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, on a effectivement un volet cyclable qui est très développé. Sur les sujets de l'intermodalité, aujourd'hui, on a beaucoup d'idées et beaucoup d'envies. Maintenant, on a encore un travail important à mener avec les EPCI. Donc, c'est pas forcément très simple de répondre à cette question à ce moment-là. Hem, on va avancer avec chacun des EPCI. Enfin, les niveaux de service ne seront pas les mêmes sur chaque territoire, les besoins et les attentes non plus. Donc on va continuer notre travail. Je l'ai dit tout à l'heure, on a fait un pas de géant, mais il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre tous ces objectifs.
Oui, alors après, c'est justement quand même, pour répondre aussi à cette question, c'est quand même le réseau point de multimodal, c'est justement l'intermodalité, c'est Oui. justement la possibilité d'avoir des flux différents. Voilà. Il y a une autre question concernant sur l'échelle, parce que nous, on parle beaucoup département, puisque là, aujourd'hui, il y a deux personnes de département qui interviennent. Est-ce que le niveau PETR, selon vous, c'est un sujet, un niveau qui peut être aussi intéressant en termes de base à vie un peu plus réduit pour réaliser une démarche point de multimodal? Oui, alors moi, enfin, je suis partie des personnes qui pensent que rien ne s'oppose et tout se complète. Enfin, je pense il faut juste regarder à chacune de nos échelles. On l'a évoqué plusieurs fois ensemble. On a des grandes liaisons. Alors, j'ai oublié de refaire le kilométrage, mais entre Orléans et Mazerbois, on peut évidemment imaginer que on va pas faire quotidiennement Malesherbes-Orléans. Pour autant, il y a des liaisons intermédiaires qui sont importantes à l'échelle d'un EPCI, à l'échelle du PETR. Donc, nous, on a cette vision plutôt macro et cette idée qu'il faut avoir cette liaison d'ensemble. Peut-être qu'à chacune des échelles de territoire, ça viendra se compléter ou se coordonner. Ok. Merci Clément. On reviendra, on aura l'occasion de repartir sur d'autres questions par la suite. Et on va laisser la parole à Simon, qui lui est en Ille-et-Vilaine, il est à Rennes, et qui va pouvoir prendre la main sur, puisqu'effectivement nous intervenons en ce moment sur l'Ille-et-Vilaine sur des sujets de mobilité durable aussi et d'avenir de cette mobilité. Et donc Simon, la parole est à vous. Merci, bonjour, bonjour à tous. Alors moi, je vais vous présenter la démarche que le département d'Ille-et-Vilaine est en train d'élaborer, qui concerne la mise en place des pactes des mobilités locales. On va revenir un peu plus en détail sur qu'est-ce qu'un pacte des mobilités locales. Mais d'abord, voilà, je vais vous réexpliquer un peu le contexte et la démarche que les élus ont souhaité mettre en place. Alors donc, l'Ille-et-Vilaine, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'entrée de la Bretagne. La ville-centre, c'est Rennes, on peut le voir sur la carte, et on a un réseau structurant de routes, mais aussi de liaisons ferroviaires qui sont vraiment axées sur cette ville qui est située en plein centre du département, Rennes. Donc voilà, on a vraiment un réseau qui est structuré en étoiles tout autour, donc ça favorise aussi la mise en place de différentes connexions à cette échelle. On a un territoire qui est à un peu plus d'1 million d'habitants, 1,1 million en 2021. On a des densités très contrastées sur ce territoire. Donc, Rennes Métropole comptabilise quasiment 500 000 habitants. Et on a en tout 17 intercommunalités et 4 communautés d'agglo. L'ensemble des EPCI du département sont aussi AOM. On a cette chance-là. Elles ont toutes pris la compétence. Donc, voilà, ça facilite aussi les échanges avec ces différents EPCI, bien que chaque EPCI a un niveau d'avancement différent en fonction de son contexte et de ses spécificités. Le département a aussi une évolution annuelle moyenne de quasiment 1%, 0,9% en termes de démographie. Donc, ça fait quasiment 9 500 nouveaux habitants chaque année sur ce territoire-là. Donc, c'est voilà, c'est assez important. On a la chance d'avoir un territoire qui croît d'année en année. Bien que d'ici 2050, on a quand même des perspectives d'évolution sur un certain nombre de personnes qui vont vieillir, comme dans beaucoup de territoires en France. C'est aussi un territoire qui dispose d'un potentiel d'évolution très fort avec des pratiques cyclables qui peuvent vraiment être développées, puisque l'enquête ménage-déplacement en 2018 a montré que la moitié des habitants faisaient des déplacements de moins de 3 km. Donc voilà, ça aussi, c'est un point important qui a amené les élus, suite aux élections départementales de 2021, à mettre en place ce qu'on appelle l'écosystème Ille-et-Vélo 35. Donc cet écosystème, on va le voir, il est composé de différentes briques, de différentes pierres. Et l'idée, c'était aussi de changer un peu de disque dur, de changer de paradigme. On est passé d'une logique qui était historiquement liée aux compétences du département, très axée sur les travaux d'infrastructure, les grands travaux d'infrastructure, à une logique plus orientée sur différents types de mobilité, pas que forcément des infrastructures routières. Et donc, voilà, suite à ces élections de 2021, il y a des alliances politiques qui se sont mises en place et l'écosystème Ille-et-Vélo 35 a été analysé, réfléchi pour pouvoir être mis en place. Donc, cet écosystème Ille-et-Vélo 35, il est composé de deux principaux axes, on va dire, hein. Le premier, c'est des pistes cyclables à haut niveau de service.
qui sont mis en œuvre, donc financés et réalisés par le département pour un usage du vélo au quotidien. Donc là, on est vraiment sur un référentiel technique avec un très haut niveau de service. Il y a 24 liaisons qui ont été identifiées. Ces liaisons, elles ont été identifiées parce qu'elles constituent des axes structurants avec un potentiel de report modal important. On a aussi fait valider en interne, ici au département, un référentiel technique en 2022. Suite à la mise en place de ce référentiel technique, il y a un budget de 70 millions d'euros qui a été alloué entre 2021 et 2028 et 24 liaisons cyclables qui ont donc été identifiées. Donc, ces pistes cyclables à haut niveau de service, elles sont évidemment décalées de la chaussée, en enrobé rouge, de 3 mètres de large. Voilà, on est vraiment là sur une infrastructure pas routière mais cyclable importante. Mais le système Il-est-Vélo, l'écosystème Il-est-Vélo 35, c'est pas que des liaisons cyclables, pas que des infrastructures cyclables, c'est aussi une stratégie de mobilité à l'échelle du département avec la contractualisation des pactes des mobilités locales. Donc, le pacte de mobilité locale, il y a d'abord eu un protocole d'engagement qui a été signé avec l'ensemble des EPCI du département. Ensuite, il y a un dispositif financier qui a été mis en place. On va revenir un peu dans le détail sur la slide suivante. Et un budget alloué de 20 millions d'euros adossé à ce dispositif financier pour subventionner les projets des territoires des EPCI. Et donc, si on revient un petit peu dessus, il y a aussi une forte concertation des citoyens qui est demandée dans la mise en place de ces pactes des mobilités locales, avec des actions de sensibilisation auprès de différents publics et également tout un volet de liaison touristique, plutôt itinéraire cyclable touristique, et la mise en place de stationnements vélo avec un plan à l'échelle du département pour l'ensemble des stationnements vélo, principalement situés à proximité des collèges, mais pas que. Ensuite, sur l'historique de la démarche, pour la mise en place des pactes des mobilités locales, donc élection en 2021, mise en place de la définition de l'écosystème Il-est-Vélo 35, et ensuite, en juin 2022, il y a eu une présentation et une validation de la démarche d'élaboration des pactes des mobilités locales aux différents EPCI avec un courrier d'information. Ensuite, en fin d'année 2022, il y a eu des réunions de présentation à l'ensemble des EPCI, donc dans les territoires. Ensuite, en juin 2023, il y a eu la validation du règlement du dispositif financier qui est donc adossé à ces pactes des mobilités locales. En juillet 2023, donc Visea nous a accompagnés pour faire la première réunion de lancement de l'élaboration de ces pactes des mobilités locales. En fin d'année dernière, donc fin d'année 2023, les différents EPCI du département ont donc passé différentes délibérations pour s'engager dans la démarche avec ce protocole d'engagement. Et ensuite, en 2024, entre janvier et février, il y a eu donc les premiers courriers pour informer les EPCI des projets qui étaient éligibles à une subvention pour que le département puisse accompagner tous ces projets de mobilité dans les territoires. L'objectif étant qu'il y ait une finalisation de ces pactes des mobilités en fin d'année 2024, plutôt courant 2025, et une contractualisation entre le département et les EPCI. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une Voilà logique un peu de pour phase 2, de la démarche. Simon, entre la partie pacte de mobilité et l'île-et-vélo qui était la première phase du mandat, c'est ça? Et phase 2 qui était la pacte de mobilité pour que les mobilités durables deviennent un objet vraiment profond dans la démarche du département. Tout à fait, c'est ça. L'idée, voilà, il y a une première étape où voilà, l'écosystème Il-est-Vélo 2035 a été pensé, réfléchi, défini. Et ensuite, on a mis en place l'étude pour élaborer les pactes des mobilités locales. Et en parallèle, il y a aussi toute la partie infrastructure qui est déployée avec des études et des travaux qui sont en cours sur tout le territoire de l'Ille-et-Vilaine. Alors, les pactes des mobilités locales, c'est quoi? Donc, c'est un contrat entre l'EPCI et le département pour acter une stratégie commune en lien donc, avec les besoins et les spécificités de chacun des EPCI. L'idée étant de développer et de favoriser les mobilités alternatives à la voiture, donc tout ce qui est lié aux mobilités décarbonées. Donc, dans le cadre de l'élaboration de ces pactes des mobilités locales, on a trois grandes parties. Donc, la première étape, c'est dresser un portrait des mobilités à l'échelle de l'EPCI, mais aussi à l'échelle du département. L'idée, c'est qu'on puisse définir une stratégie à l'échelle du département et ensuite la décliner dans chaque EPCI en fonction de ses spécificités.
Le deuxième objectif de ces pactes des mobilités, c'est aussi de prioriser les projets d'infrastructure qui sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage départementale. Donc, dans les projets d'infrastructure, il y a tout ce qui est lié à la sécurisation du réseau routier et aussi la création de nouvelles voies routières, de contournements ou autres. Donc, voilà, l'idée, c'était aussi de pouvoir prioriser ces projets d'infrastructure. Et le troisième volet qui est important dans le cadre de ces pactes des mobilités locales, c'est de pouvoir consulter les citoyens. Donc, une consultation à l'échelle du département, mais aussi à l'échelle de chaque intercommunalité. Voilà. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un accompagnement de la transition des mobilités, que le département puisse se positionner, même si on n'est pas autorité organisatrice de la mobilité, mais qu'on puisse se positionner pour accompagner les EPCI et favoriser justement les projets de mobilité durable avec une stratégie à l'échelle du département. Alors, on va Donc, prendre la le question département. justement, Simon, parce que justement, on vient d'avoir la même question sur le fil, c'est comment ça s'articule avec l'AOM régionale? Parce qu'on a le même problème que dans le département du Loiret. Effectivement, vous n'êtes pas AOM. Donc, est-ce que vous pouvez juste nous en dire un mot dès maintenant? Alors, on a rencontré les services de la région, donc nous en tant que département, mais donc les élus du département, mais aussi Visia, pour les informer de ce qu'on était en train de mettre en place, de réaliser. Donc, la région était intéressée par notre démarche. Voilà. Après, comment ça s'articule? Ici, la région Bretagne, nous, c'est la région Bretagne, elle a lancé récemment un syndicat qui va travailler à l'échelle des bassins de mobilité. L'idée étant qu'il puisse aussi s'imprégner de ce que nous, on a fait, puisqu'on était plutôt en avance par rapport à la région sur la définition d'une stratégie propre pour développer les mobilités. Donc, si je poursuis, le pacte des mobilités locales, voilà, donc le département s'est aussi engagé, lui, dans le cadre de cette contractualisation, à lancer donc toutes les études qui étaient classées en priorité 1. Donc, ici, en Ille-et-Vilaine, on avait un programme d'infrastructure avec différents niveaux de priorité. Donc, tout ce qui était classé en priorité 1, le département s'engageait à le financer et à le réaliser. Donc, c'est tout ce qui est lié à la sécurisation des infrastructures routières, et également tout ce qui est lié à la création des pistes cyclables du réseau Ille-et-Vélo, basé sur le référentiel, on l'a vu tout à l'heure. On s'est aussi engagé et on a fait évoluer notre règlement de la voirie départementale, qui était assez contraignant pour la réalisation de projets de mobilité douce en bordure de routes départementales. Donc on l'a assoupli, on l'a fait évoluer pour justement encourager et favoriser la mise en place de liaisons cyclables ou de cheminements doux en lien avec les routes départementales. Et le troisième point sur lequel le département s'est engagé, c'est à accompagner financièrement les projets de mobilité durable des territoires avec des subventions et une enveloppe de 20 millions d'euros pour accompagner ces projets au sein des EPCI. Donc ensuite, en attendant que la diapo arrive, les EPCI aussi, dans le cadre de cette contractualisation, devaient s'engager donc à élaborer un plan de mobilité simplifié ou un schéma directeur cyclable si jamais elles n'en disposaient pas. Et elles devaient aussi s'engager à assurer la cohérence donc, des projets cyclables qui sont portés par le département, donc les pistes cyclables et les vélos, en assurant la continuité, donc toutes les liaisons de rabattement à l'intérieur des zones agglomérées ou à l'intérieur de l'EPCI si jamais la liaison s'arrêtait à la porte d'entrée de l'EPCI. Elle devait aussi s'engager à mettre en place toute action liée au développement des mobilités décarbonées de façon plus générale. Et pour être subventionné, un projet doit être inscrit donc ou dans le protocole d'engagement, qui est la première phase, en attendant la validation et la contractualisation des pactes des mobilités locales. Et dans le second volet, pour pouvoir être subventionnés, les projets devront être inscrits dans le pacte des mobilités locales. Donc voilà, pour le département, c'est vraiment quatre grosses ambitions. La première, c'est de définir une stratégie des mobilités cohérente à l'échelle du département, qui ensuite va pouvoir être déclinée en fonction des spécificités à l'intérieur de chaque territoire. L'idée, c'était aussi d'acter une stratégie qui est partagée à la fois avec les élus locaux des EPCI, mais aussi avec les citoyens. Le troisième point, c'était de pouvoir favoriser les projets, d'accompagner les projets des territoires, donc avec le dispositif de subvention pour favoriser la décarbonation des mobilités. Et le quatrième objectif, donc, c'était que le département puisse aussi se positionner sur les projets d'infrastructures routières qui avaient été actés avant les élections départementales et qui étaient des projets routiers d'ampleur, très, très consommateurs de foncier et sur lesquels le département a souhaité pouvoir réfléchir
et se laisser le temps en fonction de l'évolution à la fois du contexte national, du contexte climatique, pouvoir vraiment acter un positionnement en faveur de ces contournements routiers. Voilà les 4 grands principes du département. Et donc Viséane nous accompagne avec d'autres bureaux d'études. On a différents lots ici en Ille-et-Vilaine, et Viséane nous accompagne sur certains lots pour définir notre stratégie à l'échelle du département. Voilà pour la Merci. présentation. Merci Simon. Donc il y a un certain nombre de questions qui sont arrivées. Alors peut-être je vais remettre un peu de contexte, parce que vous avez vu 2 opérations qui sont à des maturités complètement différentes, puisqu'avec Simon et l'Ille-et-Vilaine, nous sommes actuellement dans la phase où nous finalisons la partie de diagnostic et de définition d'une stratégie, justement de comment le pacte de mobilité vont pouvoir être écrits avec les EPCI, alors qu'effectivement avec le Loiret, on arrive sur un projet qui est arrivé à maturité, qui a été validé en copile, et donc tout l'ensemble du projet a été validé. Ce qui est intéressant dans la présentation de Simon, on voit cette maturité différente, qui nous permet de réfléchir à comment se passent les choses. Mais aujourd'hui, un département, et c'est une des questions qui a été posée, un département a un certain nombre de compétences et qui effectivement ne sont pas forcément d'avoir une stratégie mobilité durable. Voilà. Aujourd'hui, on voit bien que c'est ce qu'on a explicité tout à l'heure, hein, les départements ont aussi beaucoup de financements liés au développement de la route. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que je construis des routes, ou est-ce que je construis j'apporte d'autres moyens de mobilité. Donc la première réponse qui a été faite, alors Simon, après vous me contredirez ou vous aurez peut-être une autre version, qui est une version peut-être de bien comprendre que le schéma cyclable, c'est historiquement d'ailleurs, hein, dans l'ensemble des départements, un élément qui a été mis en place, alors qu'aujourd'hui, effectivement, on arrive à une phase 2, qui est de dire, en fait, les départements peuvent aider les EPCI à développer cette mobilité autre, et c'est cette relation avec l'AOM qu'on a vue tout à l'heure. Donc voilà, pour un peu essayer de recadrer un peu les questions. Sur les questions, on a une question sur, pas de réflexion sur la mobilité solidaire, axe où les départements sont compétents. Alors c'est vrai que c'est un sujet qu'on a un peu plus abordé, mais c'est peut-être une question de maturité du projet, on n'est pas encore... voilà, je vous laisse répondre. Oui, alors évidemment, tout ce qui est lié aux mobilités solidaires, aux plateformes, ici dans le département, on a en fonction des territoires différentes plateformes de mobilité solidaire. Elles sont évidemment partie intégrante de cette démarche. Je ne l'ai pas trop évoqué parce qu'on ne peut pas rentrer dans le détail sur une présentation aussi courte, mais effectivement, elles sont intégrées dans le cadre de la définition de notre stratégie, et l'objectif, puisque voilà, les départements ont une compétence sociale forte, c'est de pouvoir réussir à aller chercher aussi un public qui est captif ou qui n'a pas accès à la mobilité de façon homogène sur l'ensemble de son territoire, pour pouvoir les accompagner et les aider dans le cadre de cette mobilité-là. Et donc, voilà, l'idée, c'est aussi qu'à travers ce dispositif de subvention, on puisse accompagner ces territoires et ces publics qui sont un peu captifs ou qui ont des difficultés plus importantes dans leur déplacement. J'ai une proposition aussi qui concerne l'intervention des concepteurs de solutions de mobilité décarbonée très en amont des projets. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans une phase où il faut réinventer la mobilité. Donc la question dans la décarboner les secteurs ruraux, c'est effectivement de faire en sorte que les études et des constructions de solutions de mobilité soient très en amont, avec travailler avec les départements ou avec les EPCI. Qu'est-ce que vous en pensez, et comment on pourrait les intégrer dans ce projet, par exemple dans la rédaction des EPCI, des pactes de mobilité? Alors, quand vous pensez concepteur, vous pensez Une ligne de covoiturage, j'imagine, enfin voilà, tous ces mots qui sont derrière, TC, voiture, mobilité douce. Quel est, en fait, il y a beaucoup d'intervenants dans le monde de la mobilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on les intègre en aval, donc le réseau Point Nœud a un avantage, c'est qu'il permet à chacun d'aller prendre une liaison et de dire je vais l'assurer cette liaison, et proposer des solutions et aller voir l'ensemble des opérateurs, enfin des forces publiques qui ont intérêt dans cette liaison. Comment on pourrait les intégrer à l'échelle d'un département? Est-ce que c'est des réflexions qui ont été menées dans les départements?
Ah oui, il y a cette question-là. Il y a aussi la question des innovations technologiques qu'on ne maîtrise pas encore. Et dans cette vision un peu prospective de la stratégie, c'était un point d'interrogation qu'on avait aussi. Alors, c'est vrai qu'on ne les a pas forcément intégrés, nous, dans le cadre de la définition de notre stratégie. Par contre, à travers notre dispositif de subvention, on avait certains projets qui étaient portés par des territoires, donc que ça soit sur du covoiturage ou alors sur la mise en place de vélos à assistance électrique un peu innovants, qui nous ont été proposés pour qu'on puisse les accompagner à travers notre dispositif de subvention. D'accord. Apparemment, il y a un problème sur l'onglet questions-réponses. Donc, si vous voulez reposer des conversations dans la question conversation, vous aurez plus de facilité à poser des questions. On a évoqué tout à l'heure le sujet de l'AOM et de la relation là aujourd'hui avec les EPCI. Et je suis pas sûr que vous ayez bien décrit ce qui va se passer peut-être demain, parce que là on est dans une phase qui est très importante. C'est qu'en fait le département se positionne dans une phase stratégique, et je pense que pour ça. C'est les travaux qui ont été menés dans ces derniers mois qui ont amené le département à reprendre un peu de hauteur là-dessus. Comment vous envisagez et comment s'envisage cette relation avec les EPCI dans la suite pour arriver? Et j'ai eu une question tout à l'heure, est-ce que c'est pas trop lourd pour les EPCI de tout le temps travailler avec le département sur ces sujets-là alors qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire? Voilà. Oui, alors pour les EPCI, effectivement, on avait dans le cadre de la première phase de l'étude toute une phase de concertation. Donc voilà, là, ça dépend aussi un peu du niveau de maturité et d'avancement de chaque EPCI. Effectivement, des fois, voilà, on pas confronté, mais on avait des EPCI qui venaient juste de lancer une concertation parce qu'ils venaient d'approuver leur plan de mobilité simplifié. Et donc, nous, on venait rajouter une consultation et une concertation citoyenne, et l'EPCI avait un peu peur que voilà, ça brouille un peu le message et qu'en termes de lisibilité, ce soit pas forcément le plus pertinent, le plus efficace. Donc voilà, on essaye de s'adapter en fonction des particularités de chaque territoire, de leur niveau d'avancement. Voilà, les EPCI, évidemment, elles sont intéressées pour avoir un accompagnement par le département et aussi un dispositif de subvention, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, l'ensemble de ces éléments-là font qu'on travaille plutôt bien avec l'ensemble des EPCI du département. Voilà, on n'a pas eu de point de blocage. Je ne pense pas que ce soit trop lourd pour les EPCI de nous accompagner, et qu'on puisse nous aussi leur apporter une plus-value avec une proposition de stratégie à l'échelle du département. Non, là-dessus, on arrive à travailler en bonne harmonie avec l'ensemble des EPCI. Et comme l'ensemble des EPCI sont aussi AOM en Ille-et-Vilaine, voilà, ça simplifie vraiment les échanges. Oui, vous avez cette chance, effectivement, que n'a pas eu le Loiret. Merci beaucoup, Simon, pour ce partage qui nous permet de voir aussi un niveau de maturité qui est un petit peu différent dans l'approche. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que, en fait, on a une politique stratégique de mobilité qui est extrêmement importante à développer, parce que si on ne développe pas ces politiques stratégiques de mobilité, on n'arrive pas en fait à faire cette transition de la mobilité, parce qu'on a une habitude, c'est faire des routes, donc on va prendre linéairement des routes et le faire. Donc aujourd'hui, ça nécessite un travail de fond, de positionnement de l'ensemble des territoires, de travailler ensemble. Alors, on a eu la question l'un de nos clients qui veut travailler avec nous sur le RPNM à l'échelle d'un EPCI. Donc, on voit bien que c'est des collectivités locales qui se posent la question un petit peu différemment, et donc c'est important de voir quelle est la bonne échelle. Mais le réseau point 2 multimodal, c'est une façon aussi d'imaginer comment nos territoires demain vont pouvoir se développer de façon uniforme et pas juste une partie de territoire. Voilà. Et il y a un élément qui est très intéressant dans ce qu'a dit Simon, c'est effectivement c'est que la liaison cyclable très haut de gamme est extrêmement important, et que
Et donc, c'est un travail de fond hein, d'arriver à faire Je vous invite, il y a quelqu'un qui a demandé la référence, hein, d'ailleurs, il va falloir, enfin, le guide de référence, je pense qu'il est public, hein, donc on pourra le récupérer, peut-être le transmettre à l'ensemble des partenaires. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette stratégie globale va se faire aussi avec des partenaires. Et je remercie d'ailleurs ceux qui sont venus aujourd'hui en partenaire de mobilité, parce qu'on a besoin d'eux et les territoires vont avoir besoin d'eux demain pour arriver à construire les solutions de cette nouvelle mobilité, puisqu'il y a tout à inventer et on ne peut pas le faire de façon individuelle. Voilà, je vous remercie à tous pour d'être venus nous voir aujourd'hui dans ce webinaire. Je remercie particulièrement Simon et Clément qui nous ont accompagnés aujourd'hui et qui nous ont fait partager leur expérience sur ce développement de ces stratégies. Et bien sûr, nous restons à votre disposition si vous avez des questions et ceux qui veulent échanger encore, n'hésitez pas. Merci à vous, bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Merci, bonne journée.